Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose, c'est pas un magazine d'actu qu'on va faire, c'est pas 10 minutes d'actu sur ce qui s'est passé sur la semaine. Je vous propose le premier hors-série de Vapactu qui va traiter de l'histoire de la vape. Alors pourquoi un hors-série? Parce que c'est de l'actualité, mais c'est un sujet qui me paraît, quand c'est un sujet me paraît suffisamment important, je préfère le sortir de toutes les news que je vous mets pour en faire un sujet complet. Alors là, ça va être l'histoire de la cigarette électronique aux États-Unis, en Chine, en France notamment, mais majoritairement aux États-Unis. Puisque c'est quand même beaucoup de là que c'est parti, parce que vous allez être sûrement étonnés, et j'espère que ça va vous étonner, c'est pas Onkli qui l'a créé. Onkli, il arrive en bout de chaîne, mais il s'est passé énormément de choses avant. Une spéciale dédicace à Black Note, Churn Mag et à Vapolitique, donc Black Note étant le créateur de l'infographie que vous verrez derrière moi, qui retrace l'histoire de la vape. Et Churn Mag et Vapolitique l'ont relayé, et je trouve que c'est une infographie qui est assez bien faite. Alors, il y en a bien évidemment, moi ça fait que 2 ans et demi que je vape, hein, donc bientôt 3, donc peut-être que ceux qui vapent depuis 4, 5, 6 ans auront des éléments en plus à apporter, ou peut-être même des choses à corriger, je n'en sais rien. N'hésitez pas, de toutes les manières vos retours sont toujours les bienvenus et ça me permettra d'étayer. Mais en tous les cas, voilà ce sur quoi je me suis basée, avec en même temps les derniers chiffres épidémiologiques et les derniers chiffres économiques sur l'évolution de la vape en France et en Europe. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Et en tous les cas, merci pour vos retours. Déjà sur le premier magazine, l'épisode 1 que vous m'avez fait, vraiment, vraiment du fond du cœur, merci. Et voilà, je vous souhaite une bonne émission. L'histoire de la cigarette électronique ne commence pas comme on pourrait le penser avec Onkli en 2003, ça commence bien avant. Ça ne commence pas en Chine, ça ne commence donc pas en 2003, ça commence dès 1927 aux États-Unis. Un gars nommé Joseph Robinson dépose le brevet auprès d'un avocat à l'époque pour la première cigarette électrique. Alors cette cigarette électrique qu'il avait inventée n'était pas à la base fait pour vapoter de la nicotine ou un liquide nicotiné. C'était plutôt un appareil qui servait à développer des médicaments sous forme inhalée. Et il faut quand même savoir que ce brevet ressemble et est très similaire aux cigarettes électroniques qu'on connaît aujourd'hui. La première fois qu'on entend parler du mot cigarette électronique, et pas cigarette électrique comme on a vu il y a quelques instants, c'est toujours aux États-Unis, mais c'est en 1963 par un gars nommé Herbert Gilbert qui dépose le brevet pour la première cigarette électronique. Alors cette cigarette électronique, il n'y avait pas de combustion, donc c'était bien déjà de l'inhalation, et c'était une cigarette électronique qui délivrait des produits sans tabac ni nicotine. Puisque l'idée de ce monsieur, c'était de pouvoir proposer aux gens un air aromatisé, humide, chauffé, mais c'était de l'air. À part des arômes qui donnaient ce goût, il n'y avait rien d'autre. Mais il faut savoir qu'à la même époque, en 1963, la cigarette était déjà très très bien implantée, la cigarette de tabac combustible. Beaucoup de gens fumaient déjà à cette époque, l'industrie du tabac était très bien développée, donc son invention est morte dans l'œuf. En 1965, aux États-Unis, c'est la première fois qu'on voit des alertes sanitaires qui sont émises par l'État américain à propos du fait de fumer. C'est l'équivalent d'un conseil, d'un grand conseil de recommandation chirurgical qui donne son avis pour la première fois sur le fait de fumer et de son impact sur la santé. Et c'est de là qu'ont commencé, en tous les cas des États-Unis, les premières inquiétudes et les premières réglementations. On a vu ensemble, même si c'est bien Herbert Gilbert en 1963 qui a créé la première cigarette électronique au sens où on l'entend, même si à l'époque on ne parlait pas encore de délivrance de nicotine, il faut savoir qu'il y a énormément de brevets qui ont été déposés depuis l'invention d'Herbert Gilbert jusqu'aux années 80, dont une qui a noté malheureusement particulièrement, qui est le premier brevet d'une cigarette électronique par une grande compagnie de tabac, Big Tobacco, donc R.J. Reynolds, qui a créé une cigarette électronique qui développait et qui permettait une inhalation des saveurs via l'utilisation d'une poudre.
À nouveau, à partir de 1988, on retrouve des interdictions, mais cette fois-ci qui deviennent réelles. Ce ne sont plus des recommandations comme on a vu tout à l'heure, ça devient de véritables interdictions aux États-Unis. Ça a commencé avec l'interdiction dans les vols. Il y a eu un amendement qui a été fait sur la loi, on va dire, de régulation de l'aviation américaine, qui interdisait de fumer sur les vols domestiques, donc à l'intérieur des États-Unis, et sur tout vol de 2 heures ou moins. Ça a continué en 1993, où 2 ordonnances interdisaient purement et simplement l'utilisation du tabac et le fait de fumer sur les lieux de travail, dans les restaurants et dans les bars à l'époque. Ça a continué, 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 et jusqu'à tel point que c'est quand même pour vous donner une idée, en 2016, si on parle maintenant, aux États-Unis, il y a plus de 805 lois d'interdiction du tabac, euh, que ce soit au niveau national, au niveau fédéral et au niveau des États. 805 lois, c'est une des fumées est un des actes aujourd'hui les plus interdits, les plus régulés, les plus encadrés aux États-Unis parmi d'autres pratiques. Et ça continue en 2000, toujours aux États-Unis. La grande réforme de Wendell Ford interdit carrément le fait de fumer sur tous les vols internationaux entre les US et toute destination étrangère. Et là, on va retrouver tous un fait qu'on a connu. On va reparler de l'inventeur de la e-cigarette telle qu'on la connaît aujourd'hui, le fameux Hong Li. Vous vous rappelez ce chercheur chinois qui est en même temps scientifique, qui a créé, parce que son père était en train de décéder d'un cancer et qui n'arrivait pas à arrêter de fumer, il a créé et déposé le brevet en 2003 de la première cigarette électronique qui délivre de la nicotine. Alors, les deux termes sont importants. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans les années 20, c'était la cigarette électrique qui avait été créée. Dans les années 60, c'était la cigarette électronique, mais c'était pas encore associé à de la nicotine, c'était associé à une délivrance d'air à base d'arômes. Mais on clie là pour la première fois, joint la cigarette électronique telle qu'on la connaît aujourd'hui et l'inhalation de nicotine. Alors pourquoi il l'a fait? C'était parce que pour lui, il avait bien compris toute la dangerosité de la combustion du tabac, il avait bien compris la dangerosité de l'ensemble des addictifs et il voulait surtout éviter à son père de fumer et d'empirer encore sa situation. Donc ça n'avait pas du tout la forme des e-cigarettes qu'on connaît aujourd'hui, c'était à l'époque vraiment le tout début de l'invention. Il a commencé à les fabriquer lui-même et à les vendre en Chine. Après, ça a commencé à s'étendre jusqu'au rachat, malheureusement, par Imperial Tobacco, donc une grosse compagnie de tabac, de son brevet, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Et donc, Oakley a vendu son brevet, mais c'est aujourd'hui le père stricto sensu de l'invention de la cigarette électronique à délivrance de nicotine, puisque c'est lui qui a réussi à réunir les deux. Suite à l'invention de Oakley en 2003, deux frères anglais, Tariq et Hussein Sher, créent ce qu'on a appelé le premier cartomiseur en 2006. Alors le cartomiseur, le principe, c'est imaginer de réunir, et ce qui n'était pas fait avant, en un seul et même élément, la partie qui chauffe et dans l'atomiseur et la cartouche de saveur. Et là, l'idée, c'était vraiment avoir un 2 en 1. Alors ça ressemble à quoi un carto? C'est ce que vous allez voir là. Voilà, vous voyez, cet élément en métal qui est là, à l'intérieur duquel il y avait la résistance, la bourre, et il y avait justement cette possibilité d'avoir les deux en un seul élément. À partir des années 2000, pendant que les deux frères anglais étaient en train de continuer de développer leur invention à propos du cartomiseur dont on vient de parler, à l'inverse, il y a le reste du monde de la vape qui se crée et qui commence à organiser et à avoir des idées dans tous les sens pour créer ce qu'on a appelé désormais les modes ou les APV en anglais, les vaporisateurs personnels avancés. Alors, il faut savoir que les premiers modes ont été designés à partir d'une lampe de poche. C'est-à-dire qu'on utilisait la batterie d'une lampe de poche toute petite, les petites flashlights. Si vous voyez, ça vous parle, vous savez, les toutes petites lampes de poche Maglite, là, qui étaient toutes petites et qui avaient une puissance importante. Ça permettait notamment... ils sont partis de ça parce qu'il fallait quand même avoir un minimum de batterie pour créer ensuite des modes. Et ensuite, donc, on a eu toute cette
tendances de vaporisateurs personnels avancés qui sont sortis. Alors il y a eu différentes formes, différentes tailles, différentes couleurs, différentes façons d'inhaler la nicotine et c'est vraiment les années 2000 qui signent le boom et vraiment l'envolée du nombre de dépôts de brevets et de développement de la cigarette électronique qu'on connaît aujourd'hui. En 2009, le rythme des innovations est loin de s'être ralenti. Ça continue tous les ans, des nouveaux brevets sur toute ou partie de la cigarette électronique pour l'améliorer. Il y en a eu deux qui ont véritablement marqué l'année 2009, une beaucoup plus confidentielle que l'autre. La première, la plus confidentielle, c'est celle d'Eli Tayeb, qui en 2009 dépose le brevet d'une cigarette électronique qui adjoignait ensemble une solution de liquide nicotiné avec l'adjonction de vitamines ou d'herbes aromatiques. En 2009 toujours, là c'est véritablement l'innovation qu'on a tous connue, plus ou moins suivant le moment où on s'est mis à vaper, puisque ça existe encore aujourd'hui, c'est la marque Ego. Ego lance la première e-cigarette Ego Style, c'est-à-dire en fait la cigarette électronique qu'on a connue dans nos premiers achats. Rappelez-vous, ces petits, ça ressemblait à des crayons noirs ou argent, et où il y avait une batterie qui était plus importante que ce qui existait déjà à l'époque, et il y avait un atomiseur. L'atomiseur était remplaçable, donc on pouvait le dévisser, remplir le liquide, et quand au bout d'un moment l'atomiseur est arrivé en fin de vie, on pouvait le changer. Et ensuite il y a eu l'Ego C, qui cette fois-ci a permis de refaire les résistances à l'intérieur de l'atomiseur, et c'est ce qui a permis aussi donc d'avoir un atomiseur échangeable et d'avoir la possibilité de refaire ses résistances, donc ce qu'on dit aussi en anglais, comme on dit en anglais, refaire ses coils, coil étant résistance, c'est ce qui a vraiment marqué le début du vaporisateur personnel tel qu'on le connaît aujourd'hui et de tous ces modes modernes. À la fin de l'année 2009, il y a quand même une invention qu'il faut aussi citer, c'est la création du premier cléromiseur. Donc c'est un terme que vous avez déjà sûrement entendu. En fait, c'était une évolution de ce qu'on appelait, de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le cartomiseur, qui permettait cette fois-ci de simplement, d'une façon simple, pouvoir re-remplir le réservoir de liquide. À la base, ce cléromiseur devait être changé chaque fois que la résistance arrivait en fin de vie et donc n'était plus utilisable. Mais après, il y a eu des solutions de remplacement, donc de résistance interchangeable, qui ont été mises en place les mois d'après. En 2010, aux États-Unis, grand coup de tonnerre. Imaginez que l'équivalent de l'ANSES, c'est-à-dire notre organisme qui contrôle les médicaments et l'alimentation, donc chez eux ça s'appelle la FDA, Food and Drug Administration, ne réussit pas et donc subit son cuisant échec vis-à-vis de l'enregistrement de la cigarette électronique en tant que médicament ou dispositif médical. Il faut savoir qu'enregistrer un produit en tant que médicament ou dispositif médical le fait rentrer dans un circuit parallèle très particulier. La régulation est beaucoup plus importante, l'encadrement, il y a des études, il y a des demandes de mise sur le marché, donc ça aurait véritablement donné et mis dans les mains des spécialistes de l'industrie pharmaceutique ce produit, donc on l'aurait plus connu tel que c'était aujourd'hui. Alors heureusement, ça c'est une première bonne nouvelle, il y a une deuxième bonne nouvelle en 2010, c'est l'utilisateur d'un forum e-cigarette qui s'appelait Rady, qui crée ce qu'on a connu et ce qu'on connaît toujours depuis comme étant le premier système Genesis. Alors Genesis c'est un terme allemand, traduit en anglais ça se dirait Ingeniously Simple Mesh Steamer. Alors c'est un système complètement nouveau, vous le voyez encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de nouveautés qui sortent faites à base de Genesis. C'est une technologie qui a énormément amené en rendu saveur et qui continue de perdurer de nos jours. La cigarette électronique, alors en 2013, ça donne quoi? Je vais vous donner les chiffres aux États-Unis, mais aussi en France, parce que c'est aussi évidemment ce qui nous intéresse et ce qui nous concerne. Alors en 2013, il y avait 3500 boutiques aux États-Unis et le chiffre d'affaires de la cigarette électronique était d'1 milliard de dollars. Pour vous donner une idée, pour 64 millions d'habitants en France, en 2015, on avait 2828 boutiques recensées par PGVG Magazine,
pour un chiffre d'affaires annoncé par le cabinet Xerfi pardon, de 395 millions d'euros. Donc, c'est une industrie extrêmement dynamique. En moyenne, le chiffre d'affaires augmente entre 40 et 50% par an. En 2015, à partir de 2015, il y a eu un ralentissement des ventes en Europe logique. Hein. C'est ce qui s'est passé, notamment en France, avec l'ensemble des régulations et des lois et des décrets contre la cigarette électronique. Et puis, il y a aussi l'effet de mode. Hein. Mais ça repart et c'est clair que avec la TPD qui approche, c'est pas ce qui va faciliter la vie pour un nouveau vapoteur qui souhaite se lancer dans la cigarette électronique. Mais voilà déjà une idée des chiffres en 2013 tels que c'était. Alors finalement, avec toutes ces inventions, ces brevets, avec l'avènement de la cigarette électronique et sa démocratisation, qu'est-ce que ça a donné dans le monde? Alors aux États-Unis, il y avait, et en 2014, 40 millions de fumeurs, toujours aux États-Unis. Et il y a eu une véritable décroissance de la consommation de tabac traditionnel combustible qu'on a connu avec les paquets de cigarettes, puisque il y avait en 2005 21% de fumeurs, adultes évidemment, et on est descendu en 2014 jusqu'à 17%, sachant que la plus grosse chute a eu lieu entre 2013 et 2014. En France, en comparaison, à peu près à la même époque, on enregistre 16 millions de fumeurs recensés dans l'Hexagone, dont aujourd'hui les experts s'accordent à dire à peu près 2 millions de vapoteurs. Alors vous allez me dire, bah, tout va bien, le nombre de fumeurs baisse, la consommation de cigarettes électroniques et en tout cas l'utilisation, la démocratisation de son utilisation se développe. Pas tant que ça parce que aux États-Unis, comme en France, comme dans le monde entier, il y a énormément de résistance au changement. Pourquoi? Il y avait un médecin qui avait rappelé que les révolutions qui viennent d'en bas sont toujours assez mal perçues et qu'en général, c'est plutôt les experts, nos élites, qui aiment nous donner la substantifique moelle et que nous, moutonnants, on rentre là-dedans et on accepte. Ben là, c'est une révolution qui est venue du terrain, qui est venue des vapoteurs, qui est venue des citoyens et force est de constater que la majorité des gouvernements, beaucoup d'associations, on a eu énormément de résistance au changement et ça s'est noté notamment, ça s'est vu pardon notamment avec les dernières lois et les derniers décrets, si on parle de la France, où on a vu une réaugmentation du nombre de fumeurs en 2015, qui était justement inquiétante et qui rompait avec cette tendance à la décroissance qu'on observait ces dernières années. Alors, en 2014, néanmoins, il faut quand même donner un coup de chapeau au dictionnaire Oxford, qui pour la première fois a recensé le terme de vapoter dans le dictionnaire. Le dictionnaire Oxford, c'est une référence dans les dictionnaires, c'est comme si je vous disais le Larousse pour nous. Donc voilà, le terme vapoter existe dans le dictionnaire anglais depuis 2014. Côté technique, en 2014, il y a quand même eu une innovation qu'il faut noter. C'est la première création du DNA 40 par Evolve. Il y avait eu d'autres DNA avant, hein. Il y avait eu des DNA avec des wattages inférieurs. Mais là, c'est pendant ces années-là qu'ont été créées ces premières cartes, chipset en anglais, qui permettaient de réguler la température et l'objectif c'était de permettre aux utilisateurs de cigarettes électroniques de diminuer le risque d'avoir des dry heats, ce qu'on entend par le fait quand le coton sèche et que vous savez vous avez ce goût très désagréable, vous avez cette impression de brûler dans la bouche. Donc l'objectif c'était, grâce à cette technologie qui était adjointe dans les cigarettes électroniques, où là on ne donnait plus simplement la puissance de la batterie à l'intérieur, mais il y avait quelque chose, un système électronique qui régulait et qui permettait ainsi d'optimiser l'utilisation sans en avoir les risques ou en tout cas les désagréments quand on est par exemple soit avec le liquide en panne de liquide ou que le coton n'est plus assez imbibé et qu'on a ce goût de brûlé. 2014 toujours, comme vous voyez, c'est une année qui est très riche en événements pour la cigarette électronique, sont sortis les premiers atomiseurs Subohm. Alors Subohm, ça veut dire quoi? Ça veut dire sub, c'est en dessous. Donc c'était la première fois qu'on avait des résistances remplaçables, mais surtout qui étaient inférieures à 1 ohm. Alors
Vous allez me dire à quoi ça sert. Ben, déjà, ça a considérablement amélioré la production de vapeur, puisque certains vapoteurs aiment ça. C'est-à-dire que, outre le rendu saveur, on avait aussi la capacité de produire plus de vapeur à chaque inhalation. Et tout ça, c'était en comparaison par rapport à ce qui existait à l'époque. Enfin, une dernière chose, la FDA, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'équivalent de notre organisme de contrôle ANSES en France, a sorti ses premières lois de régulation de la e-cigarette. Et toutes ces propositions, c'était des façons de vraiment essayer de tuer la e-cigarette dans son essor et dans son développement qui était fulgurant depuis les années 2000 tel qu'on l'a vu. Et on a véritablement eu de plus en plus de décrets, de lois. Ça ne s'est pas passé qu'aux États-Unis, hein. On en a eu énormément. Rappelez-vous, vous qui vapotez, ou peut-être vous qui vapofumez, rappelez-vous tout ce qu'on a entendu en France à propos des interdictions, de la dangerosité, de l'impossibilité de vaper sur son lieu de travail, de vapoter dans les lieux publics, notamment avec les idées de taxes et tout ça. Donc voilà, souvent ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement ou heureusement dans certains cas, bien évidemment arrive en Europe et a fortiori en France. Et depuis un an et demi, 2 ans, tout dépend du pays duquel on parle et dans lequel on se place. Le torchon brûle pour la e-cigarette, il faut dire la réalité. Pourquoi? C'est pas du tout un manque d'efficacité, c'est pas du tout un manque d'engouement des consommateurs, et loin de là, l'industrie se développe, les modes et les cigarettes électroniques dernière génération ont un véritable boom. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que dans la majorité des pays du monde, il est tendance à être associé la cigarette électronique au tabac. Et donc aujourd'hui, dès qu'il y a une loi sur les produits du tabac, eh bien la cigarette électronique est incluse dedans. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, mais il n'y a pas de tabac là-dedans. Oui, c'est vrai et vous avez raison. La difficulté dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'ils sont bêtes, méchants et scolaires. C'est qu'ils disent la nicotine provient du tabac, des feuilles de tabac, donc c'est du tabac. Alors, la nicotine, vous allez me dire, il y en a qui vont nous répondre, ben oui, mais il y en a aussi dans certains légumes. Ben oui, c'est vrai, mais bizarrement, les légumes ne font pas partie des lois sur le tabac. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comme on mélange les torchons et les serviettes allègrement, ce qui se passe sur le tabac nous impacte, nous, directement. Et en France et en Europe, on est directement touché avec la TPD, dont la transposition est prévue pour le 20 mai 2016. Alors un certain nombre de pays ont demandé ce qu'on appelle la clause du grand-père, la clause de conservation, qui permet de demander un report pour au moins 1 an. C'est surtout des pays du nord de l'Europe. La France apparemment ne l'a pas demandé. Et vous imaginez que c'est le 20 mai. Alors la France, qu'est-ce qu'elle peut faire là-dedans? Elle a des obligations et des droits. Alors, elle est souveraine dans la façon dont elle va l'implémenter, mais elle a des obligations. Elle n'a pas le droit d'être moins restrictive que ce que dit la TPD. Par contre, elle a le droit, dans le décret de transposition et dans l'application, de modifier, d'ajouter des éléments différents. On l'a vu dans certains pays, hein, nos amis belges, l'arrêté royal a été une véritable catastrophe et même est allé au-delà de la TPD. On a la Suisse là qui a définitivement rejeté il y avait des vapoteurs, des associations qui avaient demandé la levée de l'interdiction de vente de e-liquide, puisqu'en Suisse on ne peut pas acheter de e-liquide nicotiné. Ça a été rejeté aussi, donc c'est vraiment compliqué à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce qu'on a en positif? En 2016, donc on va avoir cette TPD en Europe. Aux États-Unis, vous inquiétez pas, ils sont pas en reste. On parle de taxes qui sont en train d'être mises en place pour ramener le prix de la e-cigarette au prix des cigarettes traditionnelles, donc vraiment tout pour décourager, des taxes, on parle même, je vous rappelle, de frais à l'enregistrement et à la commercialisation de produits de la e-cigarette, e-liquide inclus, donc c'est vraiment tout ce qu'ils peuvent pour nous enquiquiner, et je reste polie. Maintenant, voyons le bon côté des choses. On a CASA, on a SFATA, on a Svedia aux États-Unis, des organismes qui sont très actifs. En France, on a l'EDUS, on a la FIVAP, on a les collectifs de vapoteurs, on a des associations qui sont partout pour essayer d'influer. On a le sommet de la VAP le 9 mai. Là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un congrès de la Fédération de l'addictologie française où notamment ils vont en parler, et Jacques Le Huezec qui est présent justement pour nous représenter. Donc voilà, beaucoup de choses se
se passe. S'il y a un moment où il va falloir se mobiliser, c'est maintenant, parce que dans l'histoire de la cigarette électronique, pardon, il se passe énormément de choses. Vous avez vu énormément d'innovations depuis les années 20, mais aujourd'hui, l'innovation, il va falloir qu'elle vienne de nous, parce que ça va être de notre capacité à être plus inventif qu'eux. On est David contre Goliath. Big Tobacco, comme vous avez vu, ils veulent récupérer un maximum les cigarettes parce que, comme vous vous en doutez bien, à terme, c'est destiné à remplacer le tabac traditionnel. L'industrie pharmaceutique est aussi intéressée parce qu'imaginez que chaque fois qu'on vend des cigarettes électroniques et chaque fois qu'un fumeur devient vapoteur ou vapofumeur, c'est des patchs, c'est des gommes, c'est tout ça en moins qui est vendu, donc c'est des millions de dollars. Donc imaginez que tout ça, vous savez ce que c'est un gâteau, hein, chacun a envie d'avoir sa part. Et donc voilà, donc au final, ça va dépendre de nous. Alors les pros, oui, on en a besoin, ils se mobilisent, mais il y a aussi les consommateurs et c'est important, on a besoin de vous, on a besoin, voilà, moi aussi, on est tous dans le même bateau parce que nous qui vapotons déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'aura pas de problème à se fournir, on aura toujours on connaîtra des gens, des choses comme ça. Mais pensez un seul instant aux gens que vous allez rencontrer, que vous allez convaincre de passer à la cigarette électronique si ces gens-là le souhaitent, bien évidemment, parce qu'ils ont complètement le droit de fumer aussi s'ils le souhaitent. Imaginez que ces gens-là, ça va être un véritable cauchemar pour eux de passer à la cigarette électronique de nos jours. En tout cas, ils n'auront pas les mêmes chances qu'on a eues nous. Donc voilà, donc véritablement, s'il y a vraiment quelque chose à faire, c'est maintenant que ça se passe. Et voilà, c'était l'histoire de la vape que je vous ai proposée grâce à cette magnifique infographie qui avait été créée par Black Knot, je le rappelle, et par Churnang. Merci aussi, je cite mes autres sources, l'Eurobaromètre, Tabac Info Service, et notamment les organes de presse habituels que je mets dans le générique de fin. Je vais faire un autre hors-série incessamment sous peu sur la TPD, parce qu'on en parle tous, mais est-ce qu'on sait tous de quoi on parle? Et en tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus, le prochain hors-série sera sur la TPD en France et en Europe, pour que vous ayez ainsi toutes les clés. Pour savoir vous exactement de quoi on parle et de quelle mesure on est touché. Et deuxièmement, voilà, ce qu'on peut y faire et ce qui est en train d'être fait. Si vous avez aimé, vous avez la possibilité de cliquer j'aime sur la vidéo, voire de vous abonner, voire d'en parler à des amis pour m'aider à avoir d'autres retours et peut-être à avoir d'autres visionneurs si ça vous plaît, parce que si ça vous plaît, ça peut plaire à d'autres. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée à vous et je vous dis normalement à ce week-end pour le magazine Vapactu numéro 2. Au revoir!